Bien, mes chers collègues, nous sommes conduits à examiner ce matin une enquête que la Cour des comptes a effectuée à la demande de notre commission, datant du mois de novembre 2023, sur proposition du groupe Renaissance, relatif à 10 ans de politique du groupe Renaissance relatif à 10 ans de politique publique en faveur de l'industrie. C'est le premier président lui-même, M. Pierre Moscovici, qui a tenu à présenter le résultat de ces travaux de la Cour des comptes, et je l'en remercie. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, merci de votre accueil. En effet, j'ai tenu à présenter moi-même ce rapport intitulé « 10 ans de politique en faveur de l'industrie, des résultats encore fragiles », parce que c'est un rapport auquel la Cour tient beaucoup et parce que c'est un sujet dont l'importance n'échappera à personne, avec un diagnostic qui, je pense, peut utilement éclairer le débat public. Je veux d'abord saluer le travail très approfondi de l'ensemble des artisans de ce rapport. Karine Camby, présidente de la première chambre, Mathilde Lignot-Leloup, présidente de section, Denis Tersen, contre-rapporteur, ainsi que l'ensemble des rapporteurs Julien Turenne, Fabienne Rosenwald et Ousmane Gallocco. Alors, votre commission a demandé à la Cour de réaliser une enquête sur 10 ans de politique publique en faveur de l'industrie le 7 novembre dernier, donc sous la précédente législature. En effet, Monsieur le Président, et je profite de cette audition pour préciser que la dissolution de l'Assemblée nationale n'a bien entendu pas eu d'effet sur l'instruction de nos rapports à destination du Parlement, et rappeler que l'ensemble des saisines effectuées au cours de la précédente législature sont remises aux commissions et d'abord à la vôtre. Avant de vous présenter nos principales conclusions et recommandations, quelques mots sur le contexte d'instruction de ce rapport, sur son périmètre et ses objectifs. Notre rapport intervient à l'issue d'une période, 10 ans, c'est donc 2013-2023, au cours de laquelle le cadre, les objectifs, les moyens de la politique industrielle ont sensiblement évolué. Selon l'INSEE, les activités qui relèvent de l'industrie sont les activités économiques qui combinent des facteurs de production, comme les installations, les approvisionnements, le travail ou encore le savoir, pour produire des biens matériels destinés au marché. Cette définition assez traditionnelle assimile l'industrie donc à la production de biens tangibles. Au sens des nomenclatures statistiques françaises et européennes, ce secteur regroupe l'industrie manufacturière, mais aussi les industries extractives, la production et la distribution d'énergie ou d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets, la dépollution. C'est donc un ensemble d'activités extrêmement vastes. Les politiques publiques en faveur de l'industrie ont une grande variété d'objectifs et de leviers d'action. Elles regroupent traditionnellement les politiques horizontales, d'une part, qui agissent sur le cadre de l'activité des entreprises via la fiscalité, les coûts de production ou de recherche, de développement, l'innovation ou les compétences, et des politiques dites verticales, d'autre part, qui portent sur des secteurs ou des entreprises plus spécifiques. La conception et la mise en œuvre de stratégies industrielles qui ont vocation à coordonner ces différentes politiques publiques sont donc un enjeu majeur de politique économique. Or, la France a connu, par rapport aux autres grands pays européens comparables, une diminution marquée de la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB, en particulier entre les années 2000 et 2010, qui ont été des années, disons-le, de désindustrialisation assez forte. À la suite du rapport Gallois de 2012 et de la prise de conscience de ce recul, la France a progressivement modifié sa stratégie. Et donc, du coup, les 10 ans sont une césure assez pertinente, parce que l'année 2013 est celle où renaît une priorité ou une prise de conscience pour l'industrie. Les actions transversales d'amélioration de la compétitivité, coûts et hors coûts, ont été renforcées, puis articulées avec des soutiens sectoriels. Ces actions ont pris des formes diverses et présentent en 2024 des résultats contrastés. C'est dans ce contexte que vous avez demandé à la Cour de réaliser donc un bilan de 10 ans de politique publique en faveur de l'industrie. Comme pour toutes les communications au Parlement, le périmètre et l'objectif de ce rapport ont été définis en lien avec votre commission. Il s'agit de dresser un état des lieux des forces et des faiblesses de l'industrie française, d'analyser les objectifs et les leviers mobilisés par les pouvoirs publics, ainsi que les résultats obtenus sur la période 2013-2023. Vous souhaitiez aussi des recommandations pour rendre la politique industrielle plus efficace et plus efficiente, en posant notamment une question qui est très importante et qui est débattue par ailleurs, qui est celle de l'efficience du crédit d'impôt recherche. Je tiens à souligner qu'en accord avec votre commission, les politiques sectorielles de défense ou de santé et les instruments tels que la commande publique et la régulation de l'accès au marché et au prix
ne sont pas étudiés dans ce rapport. Notre rapport fait suite à une note structurelle de la première chambre de la Cour parue en 2021 et dans d'autres réflexions que nous avons conduites, y compris très récemment avec l'évaluation du dispositif territoire d'industrie qui a été publié il y a une semaine. Un dernier élément de contexte, c'est l'accroissement des tensions internationales, des inquiétudes sur les projets industriels de décarbonation, la transition du secteur automobile, la fermeture de sites industriels. Tout ça ne vous a évidemment pas échappé. J'y ajoute, comme élément de contexte, le rapport Draghi, remis en septembre dernier à la Commission. Vous verrez que nous avons une partie européenne significative dans ce rapport, qui dresse un tableau assez sévère, en vérité, mais plutôt fondé, de la compétitivité de l'économie de l'Union européenne, avec une situation en France qui apparaît, à ses yeux, plus problématique que chez nos voisins, malgré des résultats intéressants, mais encore fragiles. Je vais y revenir. Mais d'abord, j'aimerais insister sur le caractère inédit de l'étude que nous avons menée. D'abord, nous avons produit un véritable travail de fourmi avec l'aide de data scientists de la Cour qui ont recensé et quantifié l'ensemble des soutiens financiers publics dont les entreprises françaises ont bénéficié sur 10 ans, partant de leur code NAF. Les données relatives aux aides versées ont été récupérées auprès de l'ADEME, de l'Agence de services de paiement, de l'ANCT, complétées par l'exploitation des données de systèmes d'information comptables de l'État et des collectivités, de données mises à disposition via le Centre d'accès sécurisé aux données sur les impôts de production, les crédits d'impôt, le financement de BPI France pour la période 2012-2021. Les accès en données libres de l'ACOS et de la Commission européenne ont également été pris en compte, donc données très vastes. Le recensement constitue là un apport original de la Cour. Les rapporteurs ont conduit par ailleurs près de 70 entretiens avec une grande diversité d'acteurs, les représentants des administrations concernées, des représentants des régions de France, le secrétariat général des affaires européennes, des équipes de France Stratégie, de l'OCDE, etc. Ils ont naturellement auditionné les organisations représentatives des entreprises, l'Association française des entreprises privées, l'Association nationale France Cluster. Enfin, notre rapport contient à la fois des enquêtes de terrain et des focus sur certains bassins, secteurs ou entreprises, 3 projets territoires d'industrie, La Roche-sur-Yon, Vitré, Lac, Pau, Tarbes, et des éclairages sur 3 secteurs, l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, et naturellement des comparaisons européennes de l'industrie française, notamment avec l'Allemagne et l'Italie. Toutes les grandes entreprises de la Chambre de commerce franco-allemande ont été contactées et entendues. Je pense à Bayer, BASF, Braun ou Siemens. J'en viens désormais aux principaux constats et recommandations de notre rapport, qui est structuré en 3 parties. La première analyse l'évolution de l'industrie sur les 10 dernières années. La deuxième, le renforcement des politiques en faveur de l'industrie. Et la troisième montre que des améliorations substantielles doivent être apportées à notre stratégie industrielle en agissant sur plusieurs dimensions. Je vais entrer dans le détail de chacun de ces messages. Premier message donc, l'analyse du poids de l'industrie dans l'économie montre une stabilisation récente, je dis bien stabilisation, à un faible niveau, ainsi que les écarts persistants de compétitivité par rapport à nos voisins européens. Soulignons d'abord que la désindustrialisation a été plus marquée en France au cours des 10 dernières années que dans les autres pays européens. 2 crises majeures ont affecté le niveau de production industrielle au cours de la période. La crise de 2008-2009, la France ne retrouvant le niveau de 2007 qu'en 2013, et la crise sanitaire, avec une valeur ajoutée de l'industrie qui est dépassée en 2022, son niveau de 2019 en valeur, sans le retrouver en volume. Après avoir décroché plus fortement que chez nos voisins, le poids économique de l'industrie s'est stabilisé. J'insiste sur ce mot parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Entre 2011 et 2019, un niveau relativement bas, 14% du PIB, elle atteint 15% en 2023 en raison du rebond du secteur de l'énergie. La part de l'industrie manufacturielle, c'est là traditionnellement ce qu'on entend par industrie, reste stable à 11% de la valeur ajoutée totale de l'économie. C'est nettement inférieur à celle de l'Allemagne et de l'Italie. Allemagne, 21%. Italie, 17,5% pour l'industrie manufacturière. France, 11%. Par ailleurs, la tendance à la baisse de l'emploi industriel s'est inversée sur la période que nous avons étudiée à partir de 2017, fin 2017. En effet, hormis une diminution ponctuelle en 2020, l'emploi salarié
dans l'industrie continue d'augmenter et il a dépassé aujourd'hui le niveau pré-crise sanitaire. La part de l'emploi industriel représente tout de même 10% de l'emploi total. Ça reste toutefois nettement plus faible que chez nos voisins. C'est assez logique compte tenu de la part de l'industrie manufacturière. 17% en Italie, 18% en Allemagne. Il faut savoir que les entreprises industrielles sont relativement peu nombreuses. Elles sont 274 200 en 2021, soit 7% de l'ensemble des secteurs non agricoles et non financiers, mais elles représentent 28% de la valeur ajoutée, 62% de notre chiffre d'affaires à l'exportation. L'activité industrielle en France, c'est une de nos caractéristiques. Elle est concentrée dans des entreprises grandes ou de taille intermédiaire, organisées sous forme de groupes, avec des filiales très diversifiées, très marquées par leur activité à l'étranger. Ainsi, en 2021, les firmes multinationales industrielles concentraient 69% des effectifs salariés du secteur et généraient 78% de la valeur ajoutée produite sur le territoire français. Malgré ces proportions élevées, lorsqu'on regarde les indicateurs comme la croissance de la valeur ajoutée ou le commerce extérieur, la dynamique industrielle reste inférieure en France à celle des autres pays européens, en particulier de l'Allemagne et, dans une moindre mesure, de l'Italie. De 2000 à 2019, la France, qui est donc le troisième pays industriel de l'Union européenne tout de même, a connu une croissance de 20% de la valeur ajoutée industrielle. Mais c'est 61% pour l'Allemagne, c'est 28% pour l'Italie. Au cours de la dernière décennie, donc ce que nous examinons plus particulièrement, la part de marché de la France dans le commerce mondial a diminué, alors que l'Allemagne et l'Espagne ont réussi à maintenir la leur. Cette évolution est principalement imputable à l'industrie. Je rappelle que l'industrie représente 69% des exportations françaises. La balance commerciale de biens, qui était devenue positive dans les années 90, est redevenue déficitaire à compter du début des années 2000 et s'est ensuite constamment et fortement dégradée. L'analyse de la structure de la balance commerciale est elle aussi intéressante car elle reflète quelque chose qui est très important, qui est l'évolution de la spécialisation productive de l'industrie de l'économie française. La France se positionne parmi les principaux exportateurs mondiaux dans 4 secteurs clés historiques, et 4 seulement. Premier exportateur pour les boissons et pour les parfums et cosmétiques, deuxième exportateur pour le cuir et la bagagerie, ainsi que l'aéronautique et le spatial. Donc, l'activité industrielle s'est globalement spécialisée sur des secteurs de haute et moyenne technologie, comme l'industrie aéronautique, civile et militaire, la chimie-pharmacie, mais aussi sur les secteurs dits de basse technologie, comme l'agroalimentaire, dont la part augmente. Les replis les plus marqués concernent certains secteurs de moyenne technologie, l'automobile, les produits électriques, les machines et équipements. Enfin, les effets d'entraînement de l'industrie sur l'économie française ont évolué de manière, disons, contrastée au cours de la période. Les gains de productivité de l'industrie ont diminué davantage que dans d'autres pays depuis 2019, ce qui a des effets négatifs sur la productivité de l'ensemble de l'économie. Un aspect positif que je veux souligner, c'est bien que les effets d'entraînement sur l'activité et l'emploi local demeurent difficiles à mesurer avec précision. 75% de l'emploi industriel est situé hors des métropoles, ce qui, compte tenu des évolutions diverses de la France, est plutôt positif. Ça fait de l'activité industrielle un levier important, mais je ne vous apprends rien, de cohésion sociale et territoriale. Pour faire face à cette trajectoire qui est globalement stable ou baissière, des mesures importantes ont été prises pour améliorer la compétitivité des entreprises. Elles ont été efficaces en termes de compétitivité des coûts, mais la compétitivité dite hors coût reste un handicap sérieux. Concernant la compétitivité coût des entreprises, les mesures prises depuis 2015 ont réduit les écarts avec les autres pays européens. D'abord, le crédit d'impôt compétitivité emploi, que je connais un peu à partir de 2014, et les allègements de cotisations sociales qui l'ont complété puis remplacé, ont eu pour effet de rapprocher l'évolution du coût du travail de celle de la productivité. Ces mesures, ce sont des mesures de baisse des charges, concentrées sur les bas salaires. Elles bénéficient surtout aux activités de services et à certains secteurs industriels où les salaires sont plus bas, mais elles profitent aussi indirectement à l'industrie à travers le coût des consommations intermédiaires.
Les entreprises industrielles françaises ont certes pu bénéficier d'une certaine modération des coûts salariaux, mais le coût du travail, le coût horaire du travail en France demeure nettement supérieur à celui de l'Italie, de l'Espagne et des pays d'Europe de l'Est. Il est équivalent à celui de l'Allemagne, mais l'industrie allemande peut toutefois s'appuyer sur un rapport qualité-prix et un positionnement de gamme qui sont structurellement supérieurs. Les pouvoirs publics ont également pris, à partir de 2017, des mesures pour rééquilibrer la fiscalité des entreprises et réduire les écarts avec la moyenne européenne et les pays comparables. La diminution de l'impôt sur les sociétés depuis 2019 n'est pas ciblée, vous le savez, sur l'industrie. En revanche, la baisse des impôts au titre des impôts de production a davantage bénéficié à l'industrie. Je rappelle qu'en 2019, la France appliquait le taux moyen effectif de taxation des entreprises non financières le plus élevé de l'Union européenne, à 35%. Ce taux est passé à 25% en 2022. Il est maintenant inférieur à celui de l'Allemagne et de l'Espagne. Il se rapproche de celui de l'Italie. Cependant, disons-le, pour la Cour, la fiscalité des entreprises industrielles reste sous-optimale. C'est dû à l'existence d'impôts de production dont les modalités de calcul sont défavorables à la production en France et dont l'industrie supporte une part significative. En ciblant les entreprises, indépendamment de leur profitabilité, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, et la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, affectent leur rentabilité et leur capacité à exporter. Leurs modalités de calcul devraient, selon nous, être révisées pour les remplacer par des modalités non distorsives, comme l'IS ou les taxes foncières. Encore une fois, nous ne nous prononçons pas sur suppression, diminution, etc., mais sur un changement, en réalité, ou une réforme des impôts de production. Cette réforme doit être faite à condition de s'inscrire dans une évolution d'ensemble de la fiscalité société qui permettrait d'en neutraliser les effets sur les finances publiques. Le rapport souligne également un point sensible pour l'avenir sur la compétitivité des coûts par rapport aux autres pays européens. Les entreprises industrielles ont bénéficié pendant toute la période étudiée d'un tarif très favorable de l'électricité au titre de l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique. Ce prix de l'électricité était inférieur de 40% à la moyenne de l'Union européenne et de 92% au prix en Allemagne de 2012 à 2021. Mais ce mécanisme d'accès régulé prendra fin le 1er janvier 2026 et les négociations en cours entre EDF et les industriels ont donc une importance particulière. Voilà pour notre compétitivité coût. Je dirais que globalement et incontestablement, là nous parlons des chiffres, elle s'est améliorée. Mais notre rapport met en lumière les handicaps structurels qui grèvent la compétitivité dite hors coût de l'industrie française. D'abord, la contraction de l'industrie limite les capacités de financement de la recherche, qui se traduit donc insuffisamment en innovation industrielle. Là, nous avons un risque de décrochage, voire un décrochage sérieux. La progression de la France de la 22e à la 11e place de l'indice mondial de l'innovation établi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ne se retrouve pas dans les indicateurs européens relatifs à l'innovation industrielle. Dans ces indicateurs, la France apparaît en retrait par rapport à l'Allemagne, mais aussi par rapport à l'Italie. Un autre enjeu réside dans l'image de l'industrie, qui demeure dégradée, ce qui nuit à l'attractivité des formations et des métiers industriels. Ainsi, parmi les apprentis qui ont suivi une formation en métaux et mécanique et qui sont en situation d'emploi en janvier 2021, après leur sortie d'études, seuls 55% exerçaient un emploi correspondant à leur formation. En conséquence, les employeurs éprouvent des difficultés croissantes à recruter du personnel qualifié. 52% des entreprises dans l'industrie étaient concernées par des difficultés de recrutement au premier trimestre 2024 et 19% se disaient limités dans leur activité par le manque de personnel. Cette proportion est supérieure à celle des entreprises concernées en Italie ou en Espagne. Pour réduire les tensions de recrutement dans l'industrie, la Cour recommande donc de définir un dispositif durable de soutien à la formation des salariés de l'industrie, en veillant à la coordination entre les actions des branches professionnelles et les collectivités locales. Les politiques de l'emploi et de l'insertion
de la formation et de l'orientation, mais aussi de la cohésion territoriale, du logement, des transports, de la petite enfance, du développement économique, de la transition écologique doivent aussi intégrer pleinement cette préoccupation en lien avec les politiques sectorielles. L'amélioration de l'attractivité de la France, je résume donc ce premier point, reste, si elle est mesurée par le nombre de projets, incontestable, mais elle est fragile. Les projets en France comportent moins de création de sites qu'en Allemagne et au Royaume-Uni. L'environnement des entreprises peut être simplifié pour faciliter leur développement. Malgré les dispositions adoptées par le Parlement pour sécuriser, accélérer les projets d'implantation industrielle, en 2020, 2021, 2023, un écart important subsiste avec les autres pays de l'Union européenne sur les délais réellement constatés qui peuvent aller de 4 à 8 mois supplémentaires selon les procédures. Voilà pour le constat qui, j'espère, vous intéressera et que je crois en réalité assez peu contestable. En tout cas, il est objectif. J'en arrive au deuxième message de notre rapport, qui est que malgré la succession de plans et l'augmentation récente des moyens budgétaires alloués au soutien à l'industrie, l'efficacité de ces mesures est inégale. Comme je l'ai précisé en introduction, la Cour a mesuré les soutiens publics à l'industrie de 2012 à 2022 à partir des transferts financiers directs ou indirects aux entreprises industrielles sous forme de prise de participation, de subventions, de prêts, d'avances remboursables. Les soutiens publics s'élèvent à 17 milliards d'euros par an de 2012 à 2019 et à 26,8 milliards d'euros par an sur la période 2020-2022, hors intervention en fonds propres. En excluant les dépenses fiscales et les niches sociales, ce montant s'élève à 5,8 milliards sur 2012-2019 et à 9,6 milliards sur 2020-2022. Notons que les collectivités territoriales représentent une part assez marginale de ces transferts. Les politiques transversales de soutien à la R&D, à l'emploi, à la formation, à l'énergie, au commerce extérieur, à l'innovation représentent 86% du coût total, tout type de dépenses confondues. Au sein de ces politiques transversales, certains instruments bénéficient surtout à l'industrie. Le crédit d'impôt recherche, 5,6 milliards d'euros par an, dont 61% pour l'industrie. L'activité partielle, 3,3 milliards d'euros, 47% pour l'industrie hors crise sanitaire. La fiscalité sur les entreprises énergo-intensives, d'un montant de 1,1 milliard d'euros par an pour l'industrie sur la période récente, ainsi que l'assurance export. Le crédit d'impôt recherche, je viens de donner les chiffres, constitue donc pour les entreprises et de nombreux observateurs un facteur important d'attractivité pour le maintien des activités de R&D en France. La Cour s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur ce crédit. Elle n'entend pas remettre en cause son principe, mais plusieurs travaux d'évaluation et d'analyse économique récentes invitent à ajuster son assiette pour en améliorer l'efficacité. Dans ce contexte, la Cour recommande au ministère de l'économie et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche d'ajuster l'assiette des dépenses éligibles au CIR pour en améliorer l'efficacité et d'expertiser une mesure de plafonnement de la créance du CIR au niveau des groupes. Voilà une recommandation supplémentaire de la Cour. Le bilan des plans successifs de soutien à la réindustrialisation, la numérisation de l'industrie est, disons-le, peu concluant. Leur ciblage apparaît insuffisant, les instruments trop peu efficaces, à l'exception de certains secteurs comme l'aéronautique ou la microélectronique pour lesquels l'État a su faire preuve de continuité. De même, les programmes d'investissement d'avenir mis en œuvre entre 2010 et 2019 ont eu, constat, un impact limité sur l'industrialisation. Depuis 2020, les pouvoirs publics ont complété les instruments de politique horizontale par un instrument de soutien vertical, notamment sous forme de subventions dans le cadre de ce qu'on appelle France 2030. Mais, au vu des premières évaluations du comité de surveillance de France 2030, la Cour préconise de resserrer, et ce, dès 2025, le ciblage des investissements publics, en arrêtant certains projets et en engageant une revue des priorités de France 2030. Par ailleurs, nous relevons que la doctrine d'intervention de ces plans devrait privilégier davantage les instruments les plus efficaces, comme les instruments financiers, les avances remboursables, et limiter le recours aux subventions.
Nous avions déjà formulé cette recommandation dans notre communication au Sénat sur les crédits exceptionnels au secteur de la culture pendant la crise. Nous l'avons formulé dans d'autres rapports qui seront prochainement publiés, très prochainement même, qui sont des revues de dépenses sur ces sujets. Enfin, les interventions en fonds propres dans les entreprises industrielles représentent 2,2 milliards d'euros par an sur la période 2012-2022. Elles prennent la forme de prise de participation de l'Agence des participations de l'État, l'APE, dans des secteurs industriels stratégiques à des fins de souveraineté, de Bpifrance pour le développement des PME et des ETI, de la Caisse des dépôts et d'ADEME Investissement. La Cour relève que le suivi par l'État de ces participations publiques doit être amélioré pour mesurer la pertinence du cumul des interventions dans certains secteurs ou entreprises et les risques associés. Concrètement, nous suggérons que la doctrine de l'Agence de participation de l'État soit précisée, qu'elle soit articulée avec celle de Bpifrance, de la Caisse des dépôts et d'ADEME Investissement. Là, je pense qu'il y a une cohérence, une mise en cohérence à assurer. Je développe enfin, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le troisième et dernier message de notre rapport, qui est qu'il faut approfondir notre stratégie industrielle en agissant sur 3 dimensions. Le renforcement de son caractère transversal, la mise en place d'instruments de suivi et l'approfondissement de sa dimension européenne. L'objectif de la politique industrielle, je le rappelle, c'est de maintenir ou développer la part de l'industrie dans la valeur ajoutée nationale. Elle ne se réduit pas aux aides aux entreprises, qui sont souvent peu ciblées sur les entreprises industrielles. Les politiques macroéconomiques et horizontales qui portent sur l'environnement compétitif des entreprises doivent être coordonnées. Elles jouent un rôle absolument déterminant. Le premier levier sur lequel jouer est pour nous le caractère transversal de la politique industrielle. La stratégie industrielle doit faire partie intégrante et durablement des politiques horizontales de compétitivité et de l'action des ministères sectoriels. Elle doit être inscrite dans les objectifs de la politique de formation, de transition énergétique, de protection de l'environnement, de santé, d'innovation et de recherche. Elle doit aussi s'appuyer sur les collectivités territoriales, dont le rôle est déterminant pour l'accès au foncier et l'accompagnement de projets industriels. Le deuxième levier d'action que nous suggérons d'utiliser est celui du renforcement de la dimension européenne de la politique industrielle. Disons-le, ce mot de politique industrielle est resté longtemps tabou à l'échelle européenne. Mais nous observons, qu'il devient progressivement une compétence partagée entre l'Union européenne et ses États membres, dans la limite, bien sûr, des politiques communes du marché intérieur et de la concurrence. Le récent rapport Draghi souligne la nécessité d'aligner la politique commerciale, la politique de la concurrence et la politique industrielle européenne. Il préconise d'aller au-delà des évolutions engagées depuis 2015 et des mesures récemment annoncées après la crise sanitaire, en réaction aussi à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Celles-ci ont comme objectif stratégique la réduction des dépendances européennes dans 6 secteurs: les matières premières critiques, les semi-conducteurs, la santé, le numérique, l'agroalimentaire et l'énergie. Plusieurs instruments de développement sectoriel ont été mis en place grâce aux programmes européens en faveur de l'innovation et aux mécanismes de projets importants d'intérêt européen commun, ce qu'on appelle le PIEC. C'est une bonne chose, car l'assouplissement des aides d'État pendant les crises sanitaires et énergétiques a augmenté les risques de fragmentation du marché intérieur et d'inefficacité des aides nationales. Le mécanisme des PIEC, qui encadre le recours aux subventions nationales pour s'assurer que les investissements productifs subventionnés répondent à des besoins stratégiques, vise à maîtriser ce risque. Le rapport Draghi propose, entre autres, d'amplifier le recours au PIEC. Pour le moment, la France participe à 10 projets de ce type pour un montant d'aide publique de 6,4 milliards d'euros, soit 17% du total. Ça correspond à peu près à notre part dans le PIB européen, un tout petit peu moins. D'autres modalités de coopération européenne peuvent être envisagées dans un cadre intergouvernemental, comme c'est le cas avec Airbus, ou dans un cadre communautaire, comme c'est le cas avec l'Agence spatiale européenne. La stratégie industrielle nationale, le choix de ces instruments et de ces projets doit s'inscrire résolument dans ce cadre en priorisant les projets soutenus à l'échelle européenne. C'est également une recommandation de la Cour. Enfin, la Cour recommande de développer les travaux prospectifs et de se doter d'instruments de suivi adaptés pour la politique industrielle. Des progrès ont été accomplis dans l'organisation des pouvoirs publics pour concevoir et mettre en œuvre la politique industrielle au niveau national.
la réorganisation de la Direction générale des entreprises, la DGE, du Conseil national d'industrie. Les conseils stratégiques de filière ont permis de structurer et de renforcer le dialogue avec ce secteur. Cependant, un dialogue plus stratégique avec l'industrie doit être développé entre les acteurs publics, au sein de l'État, avec les collectivités, en s'appuyant sur des travaux prospectifs réguliers. Au-delà des indicateurs macroéconomiques couramment utilisés, comme la valeur ajoutée, l'emploi, le commerce extérieur, une plus grande attention doit être, selon nous, portée aux impacts territoriaux et aux disparités des secteurs et des entreprises du secteur industriel. J'ai rappelé le rôle de l'industrie comme outil de cohésion sociale et territoriale. Ça implique donc qu'on aille plus finement dans le regard sur ce point. La Cour préconise de compléter les indicateurs macroéconomiques traditionnels en élaborant d'ici 2026 un ensemble d'indicateurs macro et microéconomiques pour mesurer les impacts de la stratégie industrielle, pour prendre en compte les impacts territoriaux, les disparités des secteurs et des entreprises industrielles. Voilà, mesdames et messieurs les députés, les éléments d'analyse et de recommandation que je souhaitais porter à votre connaissance. J'espère qu'ils susciteront votre intérêt et la réflexion collective. Pour moi, c'est un excellent et très important sujet que vous avez choisi. Je crois que l'équipe a pris un très grand plaisir et un très grand intérêt surtout à ce travail. La politique industrielle, en effet, est un aspect vital de notre politique économique et elle est vouée à le devenir davantage encore au cours des années à venir, qui sont des années de mutation et aussi de menaces. Cette politique, nous le savons, cristallise de nombreux enjeux très sensibles. La fiscalité, la coordination, voire la hiérarchisation entre projets européens et français, l'orientation des financements publics sur certains secteurs via les soutiens verticaux. En tout état de cause, notre politique industrielle doit être dotée d'une véritable stratégie qui nécessite des choix courageux et fermes, et j'ajoute une forme de continuité, car là, nous voyons très clairement que ce qui est continu marche et que le reste passe. Merci pour votre attention. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions avec l'équipe qui m'entoure. Bien, on va passer d'abord